On revient sur une autre actualité pour Emmanuel Macron, la grande conférence organisée à Paris aujourd'hui sur l'Ukraine. On évoquera également les demandes de chars formulées par les Ukrainiens avec un général, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, ancien directeur de l'école de guerre. Bonjour Général Vincent Desportes. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous publiez dans quelques semaines « Devenez leader », ce sera le 4 janvier chez Odile Jacob. On en dira un mot parce que bien évidemment, c'est une problématique inspirante dans la période. Aujourd'hui, je le disais donc, une grande conférence à Paris autour d'Emmanuel Macron. 47 États présents, 22 institutions internationales. Volodymyr Zelensky sera en visioconférence depuis l'Ukraine. Dès hier soir, le président ukrainien a exhorté les pays du G7 à fournir plus d'armes à l'Ukraine. Il a réclamé de manière très précise, il a fait sa liste, des chars modernes, de l'artillerie, des canons, des obus, des missiles à longue portée. A-t-il une chance d'obtenir encore tout cela en plus de ce qu'il a déjà reçu ? Alors, en ce qui concerne la France, la difficulté, c'est que la France est déjà allée pratiquement au bout de ce qu'elle peut donner. La France est une armée remarquable, mais de très petit volume. Elle a donné quasiment un tiers de ses chars. Elle a donné un cinquième de ses missiles antiaériens. Elle a peu de chars, la France. La Russie a presque perdu 2000 chars depuis le début de la guerre. La France a au total 200 chars. Donc on voit que la France peut donner, elle doit donner, mais elle ne doit évidemment pas se désarmer. La France n'a pas de stock qu'elle peut donner indéfiniment, bien sûr, même si elle doit aider, bien sûr. Parce que vous dites quelque chose de très important. Dans les chars, précisément, quand on cite les modèles de chars, on pense à nos chars Leclerc, on pense aux chars Abrams américains, on pense aux chars Léopard allemands. Est-ce que nos voisins, nos alliés allemands, américains ont de meilleures capacités que nous aujourd'hui à aider l'Ukraine en matière de chars ? Alors, en termes de stock de matériel, il est clair que les Américains en ont infiniment plus. Et ouais, je rappelle que le budget militaire de la France, c'est de l'ordre de 45 milliards aujourd'hui. Le budget américain, de l'ordre de 800 milliards. Donc, quand l'Amérique donne 18 milliards d'aides, pour elle, c'est rien. Pour la France, ce qu'elle donne, c'est énormément. Et donc, les Américains peuvent évidemment beaucoup plus, et ils le font. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup plus à retirer leur aide que n'en retire la France. Les Allemands, on le sait, ont des chars un peu anciens qui sont stockés, qui sont toujours des chars modernes. On sait que les Allemands ont une petite difficulté. Et là, l'histoire remonte à la Deuxième Guerre mondiale, à renvoyer des chars en Ukraine. Les derniers chars allemands en Ukraine ont laissé des souvenirs assez désagréables. Oui, parce qu'il y a forcément le poids de l'histoire qui marque encore qui est très lourd, la stratégie allemande. En ce qui nous concerne, ça fait quand même 9 mois que la guerre a commencé. En creux, vous nous dites que depuis 9 mois, la France n'a pas rehaussé son effort à la fois de production d'armement, d'investissement dans son armement ? La France est en train de le faire, mais il faut que vos téléspectateurs comprennent qu'on ne crée pas une chaîne de production de chars ou de canons comme ça. Les directives ont été données, nos militaires et nos industriels sont au travail très sérieusement. On a demandé par exemple qu'un canon César, les canons qu'on a envoyés, étaient construits en 2 ans, l'effort est qu'il soit construit en 1 an, mais en 1 an. Aujourd'hui, on ne peut pas multiplier les chaînes de production comme ça, on ne peut pas multiplier les pièces détachées, la matière première, etc. L'effort est en train de se faire, on ne bascule pas en économie de guerre sur un claquement de doigts. Nous sommes en train de le faire, mais ça prend du temps. Bientôt l'économie de guerre, donc c'est ce que vous nous dites, en France y compris, puisqu'on s'y prépare. L'urgence sur le terrain pour les Ukrainiens, elle est en particulier en ce moment dans l'est du pays. Par exemple, à Bakhmout, ça fait là 5 mois qu'il y a des combats. Les Russes espèrent pouvoir reprendre cette localité, mais sans qu'on comprenne réellement quel est l'intérêt stratégique pour Vladimir Poutine. On est certainement plus dans l'intérêt symbolique. Est-ce que l'avenir du Donbass se joue d'une certaine manière pour lui aussi à Bakhmout, pour dire « je suis capable de garder ce territoire » ? Eh bien, je crois que la comparaison avec Verdun a du sens. C'est-à-dire que les Français et les Allemands vont se battre à Verdun, alors que ça n'a de sens stratégique pour aucun des deux. Les phrases sont les mêmes. Le général von Falkenhayn décide de briser les réserves morales et matérielles françaises. C'est son terme. Sa visée stratégique est simple. Je veux saigner l'armée française à blanc.
Prigojine, aujourd'hui, avec ses Wagner, dit la même chose. Le fondateur de Wagner. Le fondateur qui est en train de se battre, là, qui se bat, c'est ses troupes. Il parle de la boucherie de Boutma. C'est-à-dire que le but n'est pas stratégique. Oui. Il est stratégique en ce sens que je veux créer un laminoir dans lequel je vais user l'autre. En face, les Français défendent Verdun, alors que ça n'a aucun sens stratégique. C'est une espèce de saillant, mais ça devient, pour les Français, comme ça l'est pour les Allemands au bout d'un moment, un objectif symbolique qu'on ne peut pas lâcher. Et le président Poincaré va tenir et envoyer les soldats. Nous allons avoir 350 000 pertes, comme les Allemands. De la même manière, monsieur le président Zelensky ne peut pas perdre Boutcha. Bakhmout, ne peut pas perdre Bakhmout. Et les Russes ne peuvent pas perdre non plus, ils doivent gagner, ce serait la première victoire. Si les Ukrainiens perdent, ce serait leur première défaite depuis la reprise de l'offensive en septembre dernier. Vous l'avez cité, Evgeny Prigojine, il a aussi la mauvaise surprise, avec ses troupes de Wagner à Bakhmout, d'essuyer des tirs ukrainiens sur des QG russes. Un QG dans lequel il se trouvait, lui, à Kadivka, c'est dans la région de Louhansk. C'est l'un des quartiers généraux de Wagner. Il a d'ailleurs pris soin de préciser « je vais bien et mon fils aussi ». Il y a un autre quartier général qui a été frappé à Melitopol. Là, c'est dans le sud de l'Ukraine, à une soixantaine de kilomètres en dessous du front, pas très loin de Zaporizhzhia. Qu'est-ce que ça nous dit des Ukrainiens? Ça montre peut-être qu'ils ont non seulement le renseignement de où sont les QG russes, et qu'ils sont capables de frapper malgré tout. Non, mais les Ukrainiens ont un avantage comparatif tout à fait important, qui leur vient d'abord de leur volonté, mais aussi de ce que l'Occident leur donne. Le renseignement ukrainien est stratégiquement américain et il est au niveau tactique, c'est leur drone. Ils sont capables de localiser de manière extrêmement précise, ils suivent et ils ont l'armement à longue portée de grande précision que leur ont donné les Occidentaux et en particulier, on le sait, les missiles HIMARS. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'endroit en Ukraine, voire sur la frange occidentale de la Russie, où un officier russe est aujourd'hui en parfaite sécurité. Oui, parce qu'il est à portée de tir, en réalité, des Ukrainiens en toutes circonstances. Portée de tir et précision des tirs, bien sûr. Je le disais tout à l'heure en introduction, il y a une conférence organisée à Paris aujourd'hui. Hier soir, sans attendre cette conférence, Volodymyr Zelensky a fait une proposition qui peut surprendre. Il dit aux pays du G7 en particulier, on pourrait organiser un sommet de la paix mondiale sur l'Ukraine. Alors, il précise sa pensée, il dit que ce serait pour décider comment et quand nous pouvons mettre en œuvre les points de la formule de paix ukrainienne. Il ne dit pas qu'on va négocier sur les positions russes, bien évidemment, il a lui-même ses propres idées. Comment vous comprenez cette proposition de Volodymyr Zelensky? Est-ce qu'il y a un bouger de la part des Ukrainiens ou est-ce qu'en réalité c'est la réaffirmation du fait qu'ils ont leurs exigences territoriales et qu'ils n'en bougeront pas? Alors, dans ce qui vient d'être dit, il y a du positif et du moins positif. Mais ce qui est extrêmement positif, et je suis heureux de l'entendre ce matin, c'est que jusqu'à présent, on pensait très court terme, calibre des canons. On commence à penser moyen terme, reconstruction, et puis il faut passer l'hiver. Et enfin, quelqu'un nous dit, pensons long terme. C'est le bon sens. On ne peut conduire la guerre qu'en fonction de la paix à laquelle on souhaite parvenir. Personne n'en parle sur les plateaux de télévision, on parle de la guerre du moment et on ne parle pas du monde. Parce que c'est encore le quotidien de millions d'Ukrainiens, en effet, vous avez raison. C'est exactement, mais on ne sauvera le quotidien des Ukrainiens et des Européens que si on arrive à établir un système de paix viable pour demain. C'est fondamental. Je voudrais rappeler quelques vérités historiques. Le monde d'aujourd'hui, il s'est pensé dès le mois de mai 41 à Londres. La charte de l'Atlantique est écrite au mois d'août 41 à Terre-Neuve, entre Churchill et Roosevelt. La charte des Nations Unies, c'est janvier 42. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la Deuxième Guerre mondiale a été conduite avec une grande intelligence parce que l'après-guerre a été pensé avant même qu'on conduise la guerre. Les Nations Unies... Général Desportes, juste une précision, c'est le Premier ministre ukrainien qui arrive en ce moment même à l'Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron en introduction de cette journée dont vous parlez, qui va tout à l'heure être consacrée à la reconstruction, à la résilience de l'Ukraine. Et on y revient, donc on l'évoque avec vous, aux futures discussions de paix, si elles existent. Je précise juste pour compléter ce que vous nous exposiez, que Volodymyr Zelensky, il appelle aussi hier soir la Russie à retirer ses troupes d'Ukraine avant Noël pour assurer une cessation durable des hostilités. Il a l'air de croire qu'on puisse, peut-être pas tout de suite faire la paix, mais au moins commencer par une trêve, un cessez-le-feu.
Alors, commencer par une trêve, mais attention, c'est en retirant ses chars, parce que le problème du président Poutine, c'est qu'il ne va pas le faire comme ça. Ça ne vous paraît pas possible en l'état? Non, c'est pas possible en l'état. Mais ce qui est bien, c'est de dire je dois penser à l'après-guerre. Oui, il faut penser à l'Europe que nous voulons demain, et l'Europe. Quoi qu'on veuille, elle va quand même du Connemara à l'Oural, l'Europe. Hein. Et donc, il va falloir, on va vivre avec la Russie. Et le problème de fond, c'est que va-t-on faire de la Russie demain? Repartons-nous dans une guerre froide qui débouchera sur une guerre chaude, ou trouvons-nous une façon de vivre ensemble? Il ne faudrait pas. Les 3 dernières paix européennes, c'est la paix de 19, de 45 et de 91. Ce sont toutes des Pax Americana qui ont été pensées par les Américains. 2 de ces paix, 1919 et 1991, ont débouché sur des guerres 21 ans après la paix, 30 ans après la deuxième. Il faut donc arriver à construire enfin un système de paix qui nous assure la paix au moins pour un demi-siècle. Alors, il y a dans la construction de la paix un point qui est très important. Et ça s'est vu à l'issue des guerres mondiales, par exemple à l'issue de la première. C'est la question des réparations des dommages de guerre. Certes, il y a ce geste de Volodymyr Zelensky qui dit pourquoi pas un sommet, mais le Premier ministre ukrainien, hier, était devant l'Assemblée nationale française. Il a évoqué la question des dommages qui sont causés à l'Ukraine. Il parle de dommages de 600 milliards de dollars. Alors bien sûr, c'est un chiffre très compliqué encore et très évolutif. Mais il dit quelque chose de très important. Ce ne sont pas les contribuables ukrainiens, américains ou français qui doivent payer, mais les agresseurs. Est-ce qu'on doit faire payer ces 600 milliards de dommages aux Russes au motif que ce sont eux qui ont agressé, qui aujourd'hui agressent les Ukrainiens? Alors, la justice immédiate le demanderait évidemment. Mais là encore, je crois qu'il faut regarder l'histoire. Il faut se rappeler que les dommages de guerre, après la Première Guerre mondiale, n'ont pas été établis en fonction de ce qu'il y avait à reconstruire, mais aussi de ce que l'Allemagne pouvait faire. Ce qui s'est passé en Allemagne, on le sait, c'est un effondrement économique dû à ces dommages de guerre et dû à la crise de 29 qui a débouché sur Hitler. Donc on voit qu'il faut faire attention. Ensuite, après les dommages de guerre, il y a la façon de régler les problèmes. Je rappelle que, justement, puisque vous parlez de 1919, les dommages de guerre ont été imposés par les Américains et les Britanniques. Les Français en voulaient plus parce que, justement, ils avaient été agressés. Et ensuite, les Américains et les Anglais ont fait en sorte que les Allemands ne paient pas, tout en exigeant des Français qu'ils remboursent, eux, les dettes de guerre de l'Amérique. Donc, il y a des dommages de guerre. Sur quoi je les établis? Sur la destruction et sur la capacité à payer. Et ensuite, comment je fais en sorte qu'ils puissent être versés? Il ne faut pas retomber dans les erreurs anglo-britanniques de l'entre-deux-guerres qui vont également participer à la Deuxième Guerre mondiale. Et il faudra aussi, malgré tout, trouver un moyen de donner réparation aux Ukrainiens, que ce soit pour une question de justice, pour faire taire un sentiment de revanche peut-être, et puis pour les aider aussi matériellement. C'est aussi l'un des enjeux de cette conférence aujourd'hui, la reconstruction et la résilience du pays. Vous avez 1000 fois raison, mais il faut le faire avec raison beaucoup plus qu'avec passion. Rappelons-nous le mot de Raymond Aron qui disait « L'histoire nous dit que les gens n'abandonnent jamais leur passion pour leurs intérêts ». Eh bien, cet après-guerre, il faut le construire maintenant. M. Zelensky a parfaitement raison, mais il faut le faire avec raison. Le but n'est pas de briser, le but n'est pas d'appauvrir, le but est de construire une Europe qui pourrait vivre enfin en paix pour un demi-siècle. Ce serait quand même pas mal. On n'y est pas arrivé depuis 1870. Il y a quand même la question de savoir quels sont les bons critères pour sortir de cela. Il y a quelques jours, c'était il y a une dizaine de jours, sur TF1 et LCI, Emmanuel Macron a suscité la polémique en disant qu'il fallait donner à terme des garanties à la Russie. Il a précisé son propos dans les jours à venir, il a un jour qu'on suivi vu la polémique en disant il y aura des sujets territoriaux qui concernent les frontières de l'Ukraine et des sujets de sécurité collective qui là concernent toute la région. Est-ce qu'on peut distinguer ces deux sujets? Est-ce qu'on peut les traiter séparément ou successivement? Non, c'est un problème global. On ne peut pas rejeter la perception des autres. Et aujourd'hui, il faudra que les historiens et les politiques se posent la question. La politique qui a été conduite depuis 1991 a conduit à la guerre 30 ans après. Est-ce que d'autres politiques n'auraient pas pu produire un résultat supérieur, plus de 30 ans de paix? Donc, il faut qu'à la fin de cette guerre, chacun ait le sentiment de ne pas pouvoir être agressé. Les Ukrainiens, bien sûr, mais aussi les Russes. On peut dire on n'a pas agressé la Russie, peut-être, mais elle s'est sentie agressée. Et vous considérez que les Occidentaux, ont créé les conditions pour que la Russie se sente agressée?
Ah, je le pense, bien sûr. Je le pense, bien sûr. Il est clair que toutes Ça revient à dire que c'est un peu de la faute des Ukrainiens et des Occidentaux si la Russie s'est lancée dans cette offensive. Restons calmes. C'est parce que... Non, attendez. Rappelons-nous ce que dit Montesquieu dans l'Esprit des lois. La guerre incombe à celui qui la déclare et le président Poutine est profondément coupable. Mais il rajoute, elle incombe aussi à celui qui l'a rendue incontournable. Et moi, je rajouterai, à celui qui, par faiblesse matérielle et morale, ne l'a pas empêchée. Et donc, on est dans une conjonction de facteurs aujourd'hui. Les assurances qui avaient été données en 91 par le Premier ministre Major, par le chancelier Kohl, par le président Bush, par le secrétaire à la Défense Baker, n'ont pas été tenues. Il faut se rappeler de ce que disent les gens. Le président Poutine, quand Mme Merkel lui pose la question, quelle a été votre plus grande erreur depuis la fin de la guerre froide? Il dit de vous avoir fait confiance. Il le dit, donc il le pense. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut poser les choses et se poser vraiment la question, est-ce que la politique que nous avons conduite a conduit à la guerre? C'est comme ça. Quelle politique devons-nous mettre en place? Quel système de paix devons-nous mettre en place pour vivre enfin avec un demi-siècle de paix? C'est une vraie question. Alors les doutes que vous évoquez, c'est vrai que Vladimir Poutine les a lui-même invoqués hier, puisqu'il dit, enfin hier, il y a quelques jours, vendredi en l'occurrence, il disait qu'un accord serait nécessaire au final, lui aussi, pour mettre un terme au conflit, mais il disait qu'il avait effectivement des confiances sur le fait que Moscou puisse ou pas accorder un crédit à la parole de ses interlocuteurs étrangers. Il y a un an, j'ai retrouvé une déclaration de Jean-Yves Le Drian, qui était alors ministre des Affaires étrangères, quand on lui demandait de qualifier la Russie, dont on s'interrogeait déjà sur les velléités d'invasion de l'Ukraine. Il disait avant tout, c'est un voisin. Et il ajoutait en tant qu'adjectif, c'est un voisin encombrant, voire insupportable. Comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait qualifier cette Russie qui a montré son vrai visage en montrant qu'elle était capable du pire de l'invasion et de la guerre? Je crois qu'il faut comprendre que la Russie fait partie de l'Europe, mais elle n'est pas l'Europe. Elle n'est pas occidentalisée véritablement. La barbarie et la violence sont au cœur de la guerre russe, par exemple. Et depuis des siècles et des siècles, il y a un syndrome de l'encerclement et de l'agression qui est dans la psyché russe. C'est comme ça. C'est des siècles d'invasion mongole, de désastres mongols, etc. Et donc, on se rappelle ce que disait Catherine II. Catherine II dit, très important, Catherine II, je ne peux défendre ce pays qu'en l'agrandissant en permanence. Donc on voit bien qu'on a un État qui est comme il est. On ne changera pas la Russie. Ce qui est sûr, c'est que la Russie restera à la frontière de l'Europe. Elle ne partira pas en Inde. Et donc demain, il faudra organiser une vie avec la Russie. La question est, tout le monde veut sortir de la guerre. Voulons-nous refaire une guerre froide? C'est un choix possible, mais on sait que les guerres froides débouchent sur la guerre chaude. Ou bien faut-il trouver un système finalement, qui permette de vivre en paix? C'est ça la vraie difficulté. La question, vous l'avez posée, que faire de la Russie demain? Que faire de la Russie demain, non pas contre la Russie? Quelle relation avoir avec elle? Parce qu'en fait, dès lors qu'il n'y a pas de confiance, parce que vous disiez tout à l'heure, elle s'est sentie agressée, mais il n'y a pas eu d'action de l'OTAN, il n'y a pas eu d'action de l'Union européenne, il n'y a pas eu d'action de l'Ukraine pour provoquer la Russie. On laissera les historiens trancher sur cette affaire-là. Mais il est clair que l'élargissement de l'OTAN, je ne sais pas si ça a été une agression, mais elle a été vécue comme une agression. Et d'ailleurs, M. Poutine l'avait parfaitement dit au sommet de sécurité de Munich en 2007, il dit l'expansion de l'OTAN est une agression. Il l'a dit. Mais comme au même moment, Obama a dit c'est une petite puissance provinciale, on n'écoute pas la Russie. Moi, je ne suis pas pour M. Poutine et je ne suis pas contre l'Europe. Je dis il faut prendre la réalité du monde telle qu'elle est. Et vous l'avez dit, la Russie ne partira pas. Que veut-on faire de la Russie demain? C'est le fond du problème. Il faudra régler. Alors, une partie de cette réponse se trouve peut-être en miroir avec ce qu'on va faire de l'Ukraine. Hier, encore une fois, le Premier ministre ukrainien devant l'Assemblée nationale française dit « l'Ukraine, c'est l'Europe ». C'est pour cette idée que l'Ukraine se bat. Prochaine étape, dit-il, les négociations d'adhésion. Est-ce que pour vous, l'avenir de l'Ukraine, ça peut être une place dans l'Union européenne, dans l'OTAN, ou est-ce que ce serait précisément recréer les conditions d'une provocation, si c'est le souhait de l'Ukraine? Mais c'est le choix de l'Ukraine. Le choix d'un certain nombre de pays était de rentrer dans l'OTAN. Ça a provoqué la guerre, en gros, quand même. Bon, donc, il y a... Alors, c'est un raccourci qui vous appartient. Mais... Non, c'est un raccourci qui m'appartient, mais il faut regarder l'histoire. Encore une fois, quelle autre politique aurait conduit d'autres résultats? C'est ça, la vraie question. Et sur le sort de l'Ukraine. Le fait que ce soit un choix de l'Ukraine, très bien, et c'est son choix. Maintenant, c'est aussi la paix de l'Europe, et c'est européen de décider. Moi, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, est-ce que l'Ukraine doit rester dans l'OTAN? De toute façon, l'OTAN, le monde va être complètement nouveau demain. Donc, il nous appartient de construire un monde nouveau et de savoir ce qui est bon et pour l'Ukraine et pour l'Europe
et pour la paix en Europe. C'est ça la vraie question. C'est pour ça que moi j'appelle, et M. Zelensky a parfaitement raison, une grande conférence qui ne soit pas une conférence de l'immédiat, mais une conférence du futur, comme la conférence de Terre-Neuve en août 1941 qui a construit le monde. Il faut réfléchir au monde d'après maintenant, en même temps régler les problèmes du jour, et donc la conférence d'aujourd'hui a toute sa place, mais en même temps, il faut penser au monde de demain. La guerre, elle est faite pour produire un système de paix meilleur que le précédent. Le dernier système de paix a produit une guerre au bout de 30 ans, donc il n'était pas excellent. Vous avez évoqué à l'instant Volodymyr Zelensky. Il se trouve, je le disais tout à l'heure, que vous publiez dans quelques semaines un ouvrage qui s'appelle « Devenez leader ». C'est le 4 janvier chez Odile Jacob. Le Time a même décidé cette année que Volodymyr Zelensky était la personnalité de l'année 2022. Qu'est-ce qui fait qu'il a atteint cette envergure? Parce qu'il s'est révélé au monde et il est aujourd'hui un leader incontesté visiblement dans son pays, ou qui fait une très large majorité, et aussi sur la scène internationale ou au moins occidentale. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il avait ça dans les tripes, je dirais, très sûrement. Mais ce qu'il a réussi, et on doit l'admirer évidemment pour cela, c'est à créer un collectif, à l'incarner et à diriger toutes les volontés des citoyens ukrainiens vers un objectif unique. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est quelqu'un qui veut et qui fait vouloir. Donc, il va incarner cette liberté de l'Ukraine et il va donner sa force à l'intégralité du peuple ukrainien. Donc il est un grand leader de la classe des Castro, des Lech Walesa, des De Gaulle probablement. Il est quelqu'un qui donne une vision, qui donne une lumière et qui arrive à amener les gens derrière lui. Il est très fort. Alors, qu'est-ce qui vient de lui? Peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est sa capacité à communiquer. Je ne peux pas être leader si je n'ai pas une capacité à donner du narratif. Il va raconter une histoire et il va la faire vivre. De Gaulle va raconter l'histoire de la France libre et il va la créer pied à pied. Eh bien, Zelensky raconte l'histoire de l'Ukraine libre et il la crée avec les cœurs, les tripes et les esprits de ses citoyens. Est-ce que vous pensez qu'il a aussi joué un rôle dans la capacité à mobiliser l'aide internationale? Est-ce que c'est son incarnation, son leadership qui fait aussi qu'aujourd'hui, il y a une conférence, je le disais, avec 42 pays, 47 pays, 22 institutions internationales, parce que c'est lui aussi, parce qu'il sait parler, parce qu'il sait même réclamer de chacun des pays. On a vu un clip il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant, où on disait merci à la France pour tout son armement, mais on veut des preuves d'amour. Ben vous avez raison. C'est là où la comparaison avec De Gaulle est intéressante. De Gaulle est quelqu'un qui embête tout le monde. Il est là auprès de Churchill, il a les positions fermes auprès de Roosevelt, etc. Et parce qu'il embête tout le monde, finalement, il est respecté et il va réussir à construire ce qu'il voulait, c'est-à-dire à rétablir la France là où elle devait être. Et donc, il y arrive. Et donc, effectivement, De Gaulle est un être rugueux, grand chef, mais rugueux. Zelensky est aussi un homme très empathique, évidemment, mais aussi rugueux. Il est dur et ça fait partie de ses capacités de leader. Il réveille le monde. S'il était parti en taxi, comme on lui avait proposé le 24 février dernier, il n'y aurait plus d'Ukraine aujourd'hui. On doit donc l'Ukraine de demain à la volonté, à la personnalité de Zelensky. Attention, néanmoins, il ne doit pas être prisonnier de son personnage, mais quand il souhaite qu'il y ait une grande conférence, alors il sort de ce personnage-là pour devenir un personnage encore plus grand qui commence à voir la paix après la guerre. Et ça, c'est le vrai rôle du leader. Merci Général Vincent Desportes d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre regard.